18 avril 1945. Les routes de Rhénanie étaient encore humides après une nuit de pluie printanière. Une brume grise-argent s'accrochait aux arbres brisés et aux champs que l'artillerie avait labourés jusqu'à en laisser des cicatrices. Le long d'un chemin boueux avançait une colonne de femmes, leur allure lente, leurs silhouettes courbées par l'épuisement. Beaucoup n'avaient plus de chaussures. Certaines marchaient pieds nus sur la terre froide. D'autres portaient des sandales de fortune attachées avec du fil de fer et des lambeaux de tissu. Leurs robes, jadis des vêtements de ville, étaient déchirées, raides de saleté, accumulées depuis des semaines. Une femme boitait, un morceau de rideau enroulé autour du pied. Une autre serrait dans ses bras une jeune sœur, la guidant en avant. Ce n'était pas une armée qui marchait là, mais les restes d'une nation vaincue, traînée en captivité après des années de guerre. Des soldats américains marchaient à leurs côtés, fusils en bandoulière, leurs bottes fermes dans la boue. Ils parlaient peu d'allemand, mais leur anglais bref portait le poids de l'autorité. Pour les femmes, ces hommes semblaient incroyablement forts, leurs uniformes secs, leurs pas assurés. Ils ressemblaient à des êtres venus d'un autre monde. Et, d'une certaine manière, ils l'étaient. Ces J.I.s venaient de petites villes et de ranchs à travers toute l'Amérique. Des garçons qui avaient grandi dans les tempêtes de poussière et les conduites de bétail, qui avaient appris à tirer sur les coyotes bien avant de viser des soldats ennemis. Pour les femmes, ils étaient des conquérants. Pour eux-mêmes, ils n'étaient que des fils de fermiers accomplissant un devoir qu'ils n'avaient jamais demandé. Les femmes s'attendaient à la cruauté. Toutes les rumeurs qu'elles avaient entendues dans les abris ou chuchotées sur les quais de gare décrivaient les Américains comme des brutes. Elles imaginaient les moqueries, la faim, peut-être pire. Certaines serrèrent les mâchoires, prêtes à endurer l'humiliation. Pourtant, tandis que la colonne s'approchait des portes du camp, les Américains se contentèrent de marcher au même rythme, silencieux, mais non hostiles. Un soldat quitta un instant les rangs, s'agenouilla pour allumer une cigarette à une prisonnière âgée. Un autre tendit une gourde cabossée à une jeune mère portant un enfant sur la hanche. Ces gestes étaient minimes, mais ils troublèrent les prisonnières. La gentillesse n'était pas ce à quoi leur cœur s'était préparé. À l'intérieur des barbelés, le camp était sommaire, mais fonctionnel. Des rangées de baraquements en bois dressés à la hâte, des clôtures hérissées de fils de fer, des miradors où les sentinelles s'appuyaient sur les rampes. Des camions attendaient, leurs bâches relevées, révélant des caisses marquées de l'emblème de la Croix-Rouge. Les femmes furent parquées en rang, comptées et séparées. Certaines évitaient le regard de leur geôlier, craignant qu'un simple échange de yeux n'attire des représailles. Pourtant, les gardes les regardaient à peine, déjà absorbés par la routine, enregistrer les noms, distribuer les rations, maintenir l'ordre. C'était une étrange forme d'indifférence, qui ressemblait moins à la haine qu'à un professionnalisme fatigué. Parmi les prisonnières se trouvait une jeune secrétaire de Cologne. Son nom, inscrit dans le registre, était Anna. Elle avait perdu ses chaussures 3 semaines plus tôt, lors d'une fuite désespérée hors des ruines en flammes de la ville. Elle avait enveloppé ses pieds de chiffon, mais ils étaient maintenant détrempés, déchirés, et sa peau mise à vif. Elle se jurait de ne montrer aucune faiblesse devant l'ennemi. Mais lorsqu'elle vit les solides bottes des Américains dans la boue à côté d'elle, sa résolution chancela. Comment cacher la honte de ses pas ensanglantés? À côté d'Anna marchait une infirmière plus âgée, qui avait servi dans un hôpital de campagne. Elle portait dans le regard le vide de celle qui a trop souvent vu des corps alignés. Elle murmura à Anna, tandis qu'elles entrissent dans le camp. « Tais-toi, ils nous nourriront si nous obéissons. C'est tout ce qu'on peut espérer. » Les mots ne contenaient aucune espérance, seulement le ton monotone de la survie. Et pourtant, même ce calcul,
qu'obéir pourrait signifier manger valait mieux que ce que beaucoup avaient osé espérer. Le premier repas du camp fut verser des marmites métalliques dans des gamelles cabossées, une soupe claire mais chaude, du pain grossier mais frais. Certaines femmes mangèrent prudemment, méfiantes d'une intention cachée. D'autres engloutirent avec des mains tremblantes, étouffant des larmes de faim. Quelques-unes ne purent rien avaler, leurs estomacs s'étant rétrécis après des semaines de privation. Les Américains observaient sans un mot, appuyés sur leurs fusils, mâchant du chewing-gum. Leur silence n'était pas cruel, mais il semblait immense. Un gouffre entre vainqueurs et vaincus. Cette nuit-là, tandis que le camp s'apaisait, des sons flottèrent par-dessus les fils de fer. D'un coin venait le léger twang d'un harmonica. Un GI jouait un air simple et lent, une mélodie de chez lui. Pour les femmes, cela paraissait étrange, presque absurde, que la musique puisse exister ici. Certaines se détournèrent, marmonnant. D'autres écoutèrent malgré elles, les notes ravivant les souvenirs d'années meilleures, de bals et de fêtes de village avant la guerre. Anna, allongée sur la paillasse de bois, serra ses genoux et, pour la première fois depuis sa capture, s'autorisa à pleurer. Ses larmes n'étaient pas pour son pays, ni pour ses batailles perdues, mais pour sa dignité perdue, arrachée jusqu'à ce qu'elle ne se sente plus qu'un animal en haillons. Les Américains remarquaient plus qu'ils ne laissaient paraître. Un sergent, un grand homme maigre venu de l'Oklahoma, à la voix traînante de cow-boy, s'appuya contre un poteau et observa les prisonnières se tourner avec gêne dans leurs couchettes. Il avait déjà vu des soldats ennemis, des hommes endurcis sous leurs casques d'acier et leurs fusils. Ces femmes n'avaient rien de commun avec eux. Elles lui rappelaient ses sœurs restées au pays, des femmes qui travaillaient à la ferme pendant que les hommes combattaient. Il cracha dans la poussière et marmonna à un autre garde. « Bon sang, ce sont juste des gens. » L'autre hocha la tête, se grattant le menton. « Ouais, ça n'a pas l'air juste. » Les voir marcher ainsi pieds nus. Le lendemain matin, lorsque la colonne fut de nouveau rassemblée pour l'appel, le regard des gardes s'attarda sur les chiffons noués autour de pieds couverts d'ampoules, sur les robes si usées qu'elles tenaient à peine. Les prisonnières évitèrent leurs yeux, craignant que la honte n'appelle la cruauté. Et pourtant, au lieu du mépris, il y avait dans les regards américains un autre genre de calcul. Ils se remuaient, mal à l'aise. Des hommes élevés dans l'abondance qui n'avaient jamais vraiment connu la faim ni l'indignité des haillons. Pour eux, ce spectacle était insupportable, d'une manière que la fusillade ne l'avait jamais été. Anna le sentit plus vivement encore lorsqu'elle trébucha pendant l'appel. Son bandage de fortune se déchira, dévoilant son pied enflé. Elle se prépara à entendre des rires ou à recevoir un coup, mais rien ne vint. L'un des gardes, le sergent à la voix de cow-boy, s'avança, le visage indéchiffrable. Un long moment, il se contenta de la regarder, puis aboya l'ordre de faire avancer la ligne. Mais son regard s'attarda, et Anna sentit la chaleur lui monter au visage. Non de honte, mais de confusion. Que voulait dire ce regard? Pourquoi de la pitié venant d'un ennemi? Vers le milieu de la matinée, des rumeurs couraient à voix basse dans les baraquements. Certains disaient que les Américains avaient des caisses de fournitures au-delà des fils. D'aucuns juraient avoir vu des chaussures, de vraies chaussures, empilées dans des boîtes. D'autres balayaient cela comme des mensonges destinés à les attendrir avant les interrogatoires. Pourtant, les chuchotements se répandirent, attisant une étincelle fragile d'espoir. Était-ce possible? L'ennemi qui avait incendié leur ville, pouvait-il désormais leur offrir des chaussures, des robes, la dignité? Anna appuya la paume contre la paroi fendue, regardant la boue au dehors, et sentit poindre en elle quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée depuis des mois, la curiosité. Les Américains avaient à donner de l'eau, de la nourriture, du silence.
Mais était-ce la limite de leur clémence? Elle n'en savait rien. Pourtant, tandis que le soleil montait sur le camp et que les gardes allaient et venaient d'un pas régulier, l'image de ces caisses encore closes ne quittait pas son esprit. Quelque chose les attendait au-delà des barbelés. Quelque chose qui pouvait changer la manière dont elle voyait ses geôliers et dont elle se voyait elle-même. Ce qui sortirait de ces caisses surprendrait tout le monde. La première chose que les femmes allemandes remarquèrent chez les Américains ne fut ni leur fusil, ni leur autorité, mais leur voix. Les mots anglais venaient lentement, étirés par des accents étranges pour des oreilles européennes. Certains gardes parlaient avec un timbre nasillard, d'autres avec un long accent du Sud, qui transformait les ordres en quelque chose d'assez musical. Quand un sergent dit aux femmes de se mettre en rang, « Ici, madame », la politesse de ce dernier mot fit courir des murmures dans le groupe. Madame, pas porc, pas salope, pas ennemi. Les prisonnières se regardèrent, déconcertées par un respect qu'elles n'avaient pas prévu. Pour beaucoup de gardes, c'était leur première fois en Europe, leur première fois responsables de captives. Ils n'étaient pas des soldats de carrière rompus à la discipline, mais des appelés venus des ranchs, des fermes et des petites villes. Au Texas, certains avaient monté davantage à cheval qu'ils n'avaient conduit de voiture. En Oklahoma, ils avaient appris à lancer le lasso avant de tenir un fusil. À présent, loin de ces horizons, ils se tenaient dans des champs boueux d'Allemagne, avec le drapeau américain cousu sur la manche. Responsables de femmes qu'on leur avait dit être l'ennemi. Certains paraissaient à peine plus âgés que les prisonnières qu'ils gardaient. Leur jeunesse désarmait et leur manière davantage encore. Anna, la secrétaire de Cologne, les observait de près. Elle n'arrivait pas à concilier les images martelées par la propagande, des Yankees brutaux, des machines sans âme, avec le grand garçon dégingandé qui s'adossait à la clôture pour rajuster son Stetson avant de le glisser dans son sac. Ses gestes n'avaient rien de précipité. Son regard était curieux plutôt que cruel. Lorsqu'il la surprit en train de le fixer, il haussa un sourcil, mais ne dit rien. Il se contenta de taper la pointe de sa botte contre le poteau, selon un rythme presque enjoué. Anna se détourna vivement, honteuse, tandis qu'une question battait dans sa tête. Qui étaient ces hommes? À midi, les gardes relevèrent sa faction. Un groupe de GI sposa ses fusils contre la clôture et à la stupéfaction des prisonnières se mit à se lancer une balle. Leurs rires s'élevèrent au-dessus du camp, un son facile, insouciant, qui fendit le lourd silence. Une femme murmura, à moitié incrédule, « On dirait des cow-boys de cinéma ». Le mot charriait à la fois l'émerveillement et la confusion. Dans leur imaginaire, les cow-boys étaient des êtres de poussière et d'écran, non de chair et de sang. Et pourtant, ils étaient là, des gardes chaussant les mêmes bottes qu'ils auraient pu utiliser pour monter à cheval, mâchant du chewing-gum avec la nonchalance d'hommes qui n'avaient jamais connu la défaite. Tous les Américains n'étaient pas doux. Certains aboyaient des ordres d'une voix sèche, les yeux durcis par la méfiance. La guerre avait gravé, sur leurs visages aussi, ces lignes profondes. Et tous les Gis n'éprouvèrent pas de pitié pour l'ennemi, mais même les plus rudes ne levèrent pas la main sur les prisonnières. La cruauté à laquelle les femmes s'attendaient ne vint jamais. Ce qui les frappa le plus, à la place, fut l'étrange mélange de discipline et d'humanité ordinaire. Ils portaient des fusils et maintenaient l'ordre, oui, mais ils partageaient aussi des cigarettes, faisaient passer des gourdes, fredonnaient des chansons country entre leurs dents. L'une des prisonnières plus âgées, l'infirmière, les observait avec une prudence lasse. Elle avait pensé des blessures causées par des bombes américaines, vu des vies s'éteindre sous des hôpitaux qui s'effondraient. Pour elle, la bonté était dangereuse. Elle désarme l'esprit, affaiblit la vigilance.
Elle chuchotait des avertissements aux autres. « Ne vous laissez pas prendre. Ce sont toujours vos geôliers. » Et pourtant, elle vacilla elle aussi lorsqu'un jeune GI lui tendit une couverture de laine un soir. Il ne parla pas, se contenta d'un signe de tête et s'éloigna. Elle resta longtemps assise avec l'étoffe sur les genoux, les lèvres serrées, incapable de la rejeter. Les Américains eux-mêmes se sentaient départagés. On leur avait dit qu'ils combattirent la tyrannie, que l'ennemi était monstrueux. Pourtant, ici, derrière les fils de fer, se trouvèrent des femmes qui ressemblaient à leurs sœurs et à leur mère. Certains gardes avouèrent plus tard qu'ils avaient eu du mal à supporter cette vision. Un soldat originaire du Nouveau-Mexique écrivit à sa famille qu'il n'avait jamais vu des gens aussi pauvres, pas même durant le Dust Bowl. Il décrivit comment une femme avait enveloppé ses pieds de papier journal. On pouvait sentir sa peau pourrir à travers le papier, écrivit-il. Je lui ai donné un peu du colis que ma mère m'avait envoyé, et elle a pleuré comme si je lui avais offert le monde. La fracture entre l'abondance et la misère ne pouvait être plus tranchée. Les Giz recevaient des colis remplis de chocolat, de tabac, même de chaussettes tricotées par des dames de paroisse. Pendant ce temps, les prisonnières grelottaient dans des robes déchirées, serrant contre elles des croûtes de pain comme des trésors. L'opulence américaine paraissait presque obscène face à une telle faim, et certains gardes en avaient conscience. En silence, ils commencèrent à partager. Un bâton de chewing-gum glissé dans une main. Un morceau de pain passé sous la clôture. Une paire de chaussettes déposées sur une paillasse sans un mot d'explication. Ce n'étaient pas des gestes ordonnés par le règlement, mais de petites rébellions de conscience. La nuit, les prisonnières en chuchotaient. Ces menus cadeaux annonçaient-ils quelque chose de plus? Certaines osaient espérer, d'autres ricanaient, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un appât pour obtenir l'obéissance. Pourtant, aucune punition ne suivait. Aucune condition n'était imposée. La gentillesse se tenait seule, inexplicable. Anna se retrouvait allongée, les yeux fixés aux poutres, repensant au regard calme du sergent au parler de cow-boy. Elle essayait d'éveiller la haine, mais l'image se brouillait en quelque chose de plus difficile à définir. Une question, une incertitude qui la hantait. Les jours devinrent des semaines, et les Américains leur devinrent familiers. Les femmes commencèrent à apprendre leurs noms, les reconstituant à partir de bribes de conversation. Tom, le grand blond aux cheveux sable. Louis, qui chantait en espagnol pendant la garde. Eddie, qui taillait des morceaux de bois en petites figurines. Ces détails les rendaient humains, et l'humanité était la dernière chose que les prisonnières s'attendaient à trouver. Pour Anna, c'était à la fois insoutenable et étrangement apaisant. Un après-midi, un groupe de GI se déchargea des caisses d'un camion. Les marquages n'étaient pas militaires, mais portèrent l'emblème rouge de la YMCA. Les femmes tendirent le cou, la curiosité mêlée à la peur. Des vivres, sans doute, mais pour qui? Des rations pour les gardes? Davantage de fils de fer? Nul ne savait. Les caisses furent empilées près du bureau administratif, gardées mais non cachées. Les rumeurs jaillirent comme des étincelles. L'une jura avoir aperçu des chaussures, une autre affirma avoir vu des robes pliées. L'idée semblait absurde. Pourquoi l'ennemi leur donnerait-il des vêtements? Et pourtant, les murmures se répandirent jusqu'à ce que même l'infirmière, sceptique, finisse par se laisser aller à l'espoir. Ce soir-là, le sergent au chapeau de cow-boy longea la clôture, les mains posées sur sa ceinture, ses bottes laissant des empreintes nettes dans la boue. Il s'arrêta là où se tenait Anna, ses yeux glissant vers ses guenilles de fortune. Un instant, elle crut qu'il allait parler, mais il se contenta d'incliner la tête, comme s'il pesait une décision trop lourde pour être dite. Puis il s'éloigna, son silence plus troublant que n'importe quelle menace.
Anna sentit sa poitrine se serrer. Quelque chose changeait, sans qu'elle puisse encore comprendre quoi. Les femmes regagnèrent leur baraque, agitées, transportant ces fragments de rumeurs comme des pièces secrètes. L'espoir était dangereux, mais la faim de dignité était plus forte encore. En s'allongeant, Anna repensa aux caisses non ouvertes, au regard du sergent sur ses pieds, au silence suspendu sur le camp. C'était comme si l'air lui-même retenait son souffle. Elle ferma les yeux, joignit les mains comme en prière. Au-delà des barbelés, empilés dans l'ombre, les caisses demeuraient. À l'intérieur, cachés aux yeux des femmes, se trouvaient des objets ordinaires pour les Américains, mais extraordinaires pour leurs captives. Des chaussures en toile, des robes propres, des vêtements intacts, jamais souillés par la guerre. Elles attendaient, silencieuses, comme une promesse encore muette. Le matin où les caisses furent ouvertes, le camp baignait dans un silence plus tranchant qu'un coup de feu. Les camions cahotaient dans la cour boueuse, et les gardes américains criaient des ordres, comme pour exécuter une corvée banale. Mais les prisonnières sentaient dans l'air quelque chose de différent. Anna se tenait près de la clôture, serrant son châle, les pieds nus enfoncés dans la terre humide, les yeux fixés sur les caisses, sur les marques rouges éclatantes du bois. YMCA, Croix-Rouge américaine. Elle se répétait que ce n'était rien, sans doute des rations ou du matériel pour les gardes. Mais son cœur battait d'un rythme qu'elle n'avait plus ressenti depuis des mois. Une à une, les boîtes furent ouvertes. Les clous grinçaient sous les pieds de biche, les couvercles se soulevaient, et le contenu apparut comme un mirage. Pas du pain ni des conserves, des chaussures. Solides chaussures en toile, enveloppées de papier brun, leurs semelles épaisses et propres. Dessous, des robes de coton pliées, pâles de couleur, intactes, sans tache de boue ni cendre. Les gardes les sortaient sans soin, jetant les paires de chaussures en tas, posant les ballots de tissu à côté, comme s'il ne s'agissait que de sacs de farine. Pourtant, pour les femmes qui regardaient, c'était comme si les portes d'un autre monde venaient de s'entr'ouvrir. Les prisonnières étouffèrent un cri, certaines faisant un pas en avant de se raviser, craignant une cruauté déguisée. Un garde cria un ordre, et une file se forma. Les femmes hésitaient, leurs réflexes encore prisonniers de la peur. Anna baissa les yeux vers ses pieds enflés, puis vers la rangée de chaussures. Pouvait-elle leur faire confiance? Était-ce une nouvelle humiliation déguisée? Ses mains tremblaient sur son châle. Elle se souvint du regard du sergent, quelques jours plus tôt, la manière dont il avait fixé ses pieds, comme s'il pesait un jugement intérieur. Elle comprit maintenant. Il savait que ce moment viendrait. La première à s'avancer fut l'infirmière. Son visage resta impassible, tandis que les Américains désignaient le tas. Elle se pencha lentement, prit une paire de chaussures enveloppées dans un papier froissant et les serra contre sa poitrine comme pour en éprouver la réalité. Un long instant, elle demeura ainsi, les lèvres serrées, les yeux brillants d'une émotion trop profonde pour être dite. Puis elle s'assit sur une caisse de bois, retira les lambeaux de tissu de ses pieds et enfila les chaussures. Elle lui allait. Elle cligna des yeux, un frisson la parcourut, et pour la première fois depuis sa capture, ses mains tremblèrent non de faim, mais du choc de la dignité retrouvée. Cette vision brisa la retenue des autres. Les femmes se ruèrent en avant, d'un pas hésitant, chacune tiraillée entre la peur et le besoin. Les gardes ne les arrêtèrent pas. Ils distribuaient simplement des chaussures, des robes, des paquets de sous-vêtements. Pour les Américains, c'était une tâche, une répartition d'excédents, une mesure de secours pour maintenir l'ordre. Mais pour les prisonnières, chaque colis était un émerveillement, une irruption d'humanité dans un monde de boue et de désespoir. Une jeune mère porta une robe à son visage, inspira la légère odeur d'amidon d'usine et éclata en sanglots.
Son enfant tendit la main pour toucher le tissu, intrigué par sa douceur. Anna se retrouva dans la file, sans savoir comment. Quand vint son tour, un caporal lui tendit une paire de chaussures, les lacets soigneusement noués, la toile impeccable. Elle les regarda sans pouvoir lever les mains. Le caporal fronça les sourcils, marmonna quelque chose qu'elle ne comprit pas, puis plaça fermement les chaussures dans ses bras. Leur poids lui parut presque insoutenable. Lentement, Anna s'agenouilla, retira les chiffons de ses pieds et enfila les chaussures. Elles étaient chaudes, solides, entières. Sa respiration se bloqua, et avant qu'elle puisse se contenir, ses yeux se remplirent de larmes. Elle se pencha, serra les chaussures contre la terre et sanglota sans bruit. Les autres prisonnières la regardaient, et beaucoup pleuraient avec elle. Certaines pleuraient, non pour le don lui-même, mais pour ce qu'il représentait. Même dans la défaite, elle n'était pas au-delà de la miséricorde. D'autres résistaient encore, serrant les vêtements comme honteuses d'accepter la charité de l'ennemi. Mais même celles qui fronçaient les sourcils ne pouvaient s'empêcher de caresser l'étoffe propre, de la presser contre elles lorsque personne ne les voyait. Les gardes faisaient semblant de ne rien remarquer, bien que certains paraissent gênés. Un geôlier murmura à un autre « Jamais pensé qu'une paire de chaussures ferait pleurer une femme. » L'autre cracha dans la boue, hocha la tête et répondit « C'est que t'as jamais connu le manque. » Leur échange était discret, presque honteux. Pour eux, ce n'étaient que des fournitures, des objets trop ordinaires pour avoir un sens. Mais ils regardèrent les femmes avec quelque chose comme de l'étonnement, comme s'ils percevaient, pour la première fois, le vrai poids de la misère et de la survie. Plus tard, dans les baraquements, l'atmosphère changea. Depuis des mois, les femmes se mouvaient comme des ombres, leur voix éteinte, leurs gestes engourdis par la résignation. Maintenant, pour la première fois, la couleur revenait, non dans le coton terne des robes, mais dans la façon dont elles se tenaient. Elles essayaient les vêtements, ajustant maladroitement la taille, lissant le tissu sur leur corps. Certaines riaient nerveusement, un son fragile mais réel. Une femme tourna sur elle-même, la jupe frôlant ses jambes. Et l'espace d'un instant, elle sembla redevenir une fille. Non, une prisonnière. Anna était assise sur sa paillasse, les chaussures fermement posées sur le plancher, les épaules tremblantes. Elle ne cessait de les toucher, comme si elle craignait qu'elles ne disparaissent si elle détournait le regard. Cette nuit-là, les conversations se propagèrent à voix basse. Certaines affirmaient que les Américains avaient des arrière-pensées, que ces dons servaient à la propagande ou l'interrogatoire. D'autres disaient non, que c'était simplement l'abondance d'une nation intacte, débordant en gestes de miséricorde. La vérité importait peu. Ce qui comptait, c'était ce que les femmes ressentaient, le souvenir soudain de ce que cela signifiait d'être propre, vêtu, digne. Le camp, jadis symbole d'asservissement, contenait à présent un paradoxe. À l'intérieur des barbelés, on leur avait rendu ce que le monde extérieur leur avait volé. Pour Anna, le trouble grandissait. Elle s'était accrochée à son amertume comme à son dernier bouclier, convaincue que l'ennemi était monstrueux, indigne de confiance. Mais en regardant ses pieds chaussés de neuf, elle sentit ce bouclier se fendre. Elle ne pardonnait pas, pas encore. Les ruines de sa ville, la perte de sa famille, les nuits de faim interminables demeuraient en elle. Pourtant, une autre vérité s'imposait. L'ennemi lui avait rendu la dignité, quand les siens l'avaient abandonné au désastre. Elle murmura, à mi-chemin entre défi et abandon. Pourquoi ferait-il cela? La question brûlait plus fort que la haine. Tandis que le camp s'apaisait, des éclats de rire s'élevèrent à nouveau dans la cour. Les Américains jouaient à la balle, leur voix traversant la nuit. Anna écouta,
les mains serrées sur l'ourlet de sa robe neuve, le cœur tordu par une confusion sans nom. Elle songea aux caisses, aux gardes qui l'avaient regardée sans cruauté, mais avec quelque chose proche de la pitié. Et elle se demanda de quoi il serait encore capable. Les chaussures n'étaient qu'un commencement. Quelque chose d'autre les attendait, au-delà des fils, quelque chose de plus grand que du tissu ou de la toile. Quelque chose qui mettrait à l'épreuve non seulement la résistance des prisonnières, mais leur compréhension même du monde dans lequel elles vivaient désormais. Les jours qui suivirent se fondirent les uns dans les autres, d'une manière presque irréelle pour les femmes derrière les barbelés. Ce qui avait été un lieu d'attente et de terreur commença à se transformer, non pas en confort, mais en quelque chose qui ressemblait à un fragile répit. Ce n'était pas la nourriture ni les rations qui les changeaient. Celles-là nourrissaient le corps, mais non l'esprit. C'étaient les chaussures et les robes, ces symboles ordinaires d'abondance, qui agissaient comme un feu discret à travers le camp. Les prisonnières se mirent à marcher autrement. Leurs pas n'avaient plus la traînée des vaincus. Le sol rugueux blessait encore leurs plantes, mais désormais, les chaussures portaient le poids, et la dignité adoucissait leurs mouvements. Anna le sentait chaque matin. Autrefois, elle se levait à contre-cœur, redoutant la morsure de la terre froide sur ses pieds meurtris. À présent, lorsqu'elle serrait les lacets de ses nouvelles chaussures, elle ressentait une étrange résolution. Le cuir grinçait doucement, la toile frôlait sa peau, et elle pouvait se tenir droite. Son reflet dans la bassine d'étain montrait toujours des joues de creuses et des yeux trop grands pour son visage. Mais lorsqu'elle baissait les yeux vers ses chaussures, elle voyait la preuve qu'elle était plus que sa défaite. Elle était encore une femme, encore humaine. Les gardes remarquèrent ce changement, bien qu'ils n'en disent rien. Ils observèrent les femmes, autrefois courbées et silencieuses, qui recommençaient à se parler doucement. Ils voyèrent des sourires apparaître, fragiles, mais tenaces, comme la lueur de lanterne dans le brouillard. Un jeune soldat du Nouveau-Mexique, adossé à la clôture un soir, dit à son camarade « Elle marche plus droite, tu vois bien. » Son ami, un Texan au maintien de rancher, cracha dans la boue et hocha la tête. « Ouais, une paire de godasses, ça fait ça. » Les mots étaient simples, mais ils portaient plus de vérité qu'il ne voulait l'admettre. Pour Anna, l'étrangeté résidait non seulement dans ce qu'on leur avait donné, mais dans ceux qui l'avaient donné. Elle ne pouvait s'empêcher de penser au sergent, à la voix de cow-boy, celui dont le regard s'était attardé sur ses pieds nus avant l'ouverture des caisses. Elle connaissait maintenant son nom, Carter, entendu par fragments d'ordre criés. Il était grand, mince, avec un visage à la fois marqué et jeune, une contradiction qu'elle ne savait expliquer. Quand elle passait près de lui, elle percevait l'odeur du tabac et du savon de sel. Une senteur qui lui rappelait les fermes qu'elle n'avait connues qu'enfant. Sa voix traînante rendait même les ordres secs plus lents, presque doux. Elle se méprisait de le remarquer. Pourtant, le souvenir de ses yeux fixant ses pieds revenait sans cesse, non comme une humiliation, mais comme une énigme qu'elle ne parvenait pas à résoudre. L'infirmière aussi avait changé. Elle portait ses chaussures avec la fierté solennelle d'une vétérane. Mais lorsqu'elle pensait que personne ne la voyait, elle effleurait le coton de sa robe, comme pour s'assurer qu'il était bien réel. Elle ne répétait plus ses avertissements sur la cruauté. Au lieu de cela, elle s'asseyait le soir près de la porte des baraquements, regardant les gardes d'un œil adouci par quelque chose qu'elle ne pouvait avouer. Un jour, quand Anna lui demanda ce qui la troublait, elle répondit simplement « Ça ne devrait pas être ainsi. » Anna insista, mais l'infirmière secoua la tête. Ils étaient censés être des monstres. Sa voix s'éteignit, laissant la phrase en suspens, lourde dans l'air entre elles.
Certaines prisonnières s'accrochaient à leur amertume aussi fermement qu'à leurs vêtements. L'une déclara que ces robes n'étaient qu'un instrument de propagande, une ruse calculée pour adoucir leur image de l'ennemi. « Ne soyez pas idiotes », siffla-t-elle dans les baraquements. « Ils veulent que nous oublions qui a détruit nos maisons. » Mais même elle dormait avec ses chaussures glissées sous sa couche, incapable de s'en séparer. La haine pouvait cohabiter avec la gratitude, mais elle ne pouvait plus l'effacer. Les Américains, de leur côté, semblaient incertains de la portée de ce qu'ils avaient changé. La plupart continuaient leur routine, garde, parties de bal, airs d'harmonica flottant la nuit au-dessus des fils. Mais certains ne pouvaient ignorer l'évolution. Carter, le sergent, restait plus longtemps lors de ces rondes. Il se surprenait à observer les prisonnières, non plus comme une masse anonyme, mais comme des individus. Il remarquait la façon dont les cheveux d'Anna captaient la lumière malgré la crasse, comment l'infirmière se tenait avec une autorité tranquille, comment les rires revenaient parfois chez les plus jeunes. Il n'en parlait pas, mais ces images s'imposaient à son esprit, plus troublantes que le feu de l'ennemi ne l'avait jamais été. La transformation du camp atteignit un étrange sommet un soir de mai. Le soleil se couchait, versant de l'or sur les barbelés, quand un groupe de femmes se rassembla près de la clôture. Elles ne cherchaient ni à fuir, ni à supplier. Elles se montraient leurs robes, tournant sur elles-mêmes, comparant tailles et couleurs, comme si elles étaient revenues à une foire de village. Les gardes regardaient, amusés, l'un d'eux soulevant son chapeau dans un salut ironique. Les femmes éclatèrent de rire, un rire fragile qui brisa quelque chose de plus profond. À cet instant, les fils de fer semblèrent moins un mur qu'un voile, assez mince pour que l'humanité puisse le traverser. Anna les rejoignit, hésitante d'abord, puis emportée par leur joie timide. Lorsqu'elle leva les yeux, Carter la regardait. Leurs regards se croisèrent à travers la clôture. Pendant un instant, elle sentit tout le poids de la guerre s'abattre dans cet échange. La destruction de sa maison, la perte de sa famille, les marches sans fin, et pourtant aussi les chaussures à ses pieds, la robe propre contre sa peau. Elle voulut le haïr, elle voulut le remercier. Les mots s'entrechoquèrent en elle jusqu'à ce qu'elle ne pût ni parler, ni se taire. Elle se détourna, la gorge serrée, mais cette rencontre la laissa tremblante. Les semaines passèrent, et la guerre, au-delà des barbelés, toucha à sa fin. Le 8 mai, les Américains annoncèrent la reddition de l'Allemagne. Les gardes ne célébrèrent pas bruyamment. Ils écoutèrent le grésillement de la radio, échangèrent quelques regards, puis retournèrent à leur poste. Pour les prisonnières, la nouvelle n'était pas une victoire, mais la confirmation de ce qu'elles vivaient déjà. Leur monde n'existait plus. Certaines pleurèrent ouvertement, pleurant une cause qu'elles n'avaient jamais choisie, mais qu'elles avaient portée malgré tout. D'autres restèrent muettes, incapables de ressentir quoi que ce soit. Pourtant, même alors que la guerre s'achevait, le souvenir des dons demeura. Pour beaucoup de femmes, les chaussures et les robes devinrent des symboles, non de capitulation, mais de survie. Elles chuchotaient qu'il fallait les garder, les emporter vers l'avenir, quel qu'il fût. Chaque soir, Anna passait les doigts sur les coutures de ses chaussures, se rappelant que la dignité pouvait se reconstruire. Même dans la défaite, elle pensait souvent à Carter, bien qu'elle ne lui eût jamais parlé. Il demeurait une présence à la lisière de sa mémoire, un rappel que la bonté pouvait surgir de lieux qu'on lui avait appris à craindre. Des années plus tard, longtemps après que les barbelés eurent disparu et que les prisonnières eurent retrouvé la liberté, Anna conserva toujours les chaussures. Elles étaient usées, rapiécées, recousues, mais elle refusait de s'en défaire. Quand sa petite fille lui demanda un jour pourquoi elle gardait de si vieilles choses,
Anna les posa sur la table et répondit doucement. Parce qu'elle prouve que j'étais encore humaine. Elle ne parla pas de Carter, ni des nuits où le son d'un harmonica avait apaisé sa peine. Ses souvenirs étaient trop emmêlés de honte et de gratitude pour être démêlés. Mais elle se souvenait. L'infirmière, elle aussi, emporta sa robe dans sa nouvelle vie. Elle la plia avec soin et la rangea parmi ses rares biens. Sur son lit de mort, elle murmura à sa fille « L'ennemi m'a donné ceci, et cela m'a gardé en vie. » Sa fille ne l'oublia jamais et transmit ces mots comme un étrange héritage, une leçon sur la complexité de la guerre. L'ironie demeurait cuisante. De l'autre côté des barbelés, les civils allemands fouillaient les ruines, affamés, pieds nus. À l'intérieur, les prisonnières portaient des robes et des chaussures propres, offertes par leurs geôliers. Certains y virent la preuve de l'hypocrisie américaine. L'ennemi traitait mieux les prisonniers que les vaincus. D'autres y virent la preuve de l'abondance américaine, une nation si riche qu'elle pouvait vêtir ceux qu'elle avait conquis. Quelle qu'en fût l'interprétation, le souvenir perdura, défiant tout jugement simpliste. Pour les Américains, tout cela fut vite oublié. La guerre était finie. Les soldats rentrèrent chez eux et les caisses de chaussures et de robes ne furent plus qu'une corvée accomplie. Carter retourna à son ranch en Oklahoma, là où la terre s'étend à perte de vue et où le ciel s'embrase de rouge au crépuscule. Il parlait rarement de la guerre, mais parfois, en cirant ses bottes, il revoyait le regard d'une femme au-delà d'une clôture, des yeux pleins de larmes qu'il n'avait pas prévues. Il secouait la tête, crachait dans la poussière et reprenait son travail. Mais le souvenir, lui, ne le quitta jamais tout à fait. Au fond, l'histoire des chaussures et des robes n'était pas celle d'une victoire ni d'une défaite. C'était celle d'une étrange bonté que la guerre fait parfois surgir, d'une miséricorde glissant entre ennemis comme l'eau entre les fissures. C'était l'histoire de femmes qui pleuraient non parce qu'elles avaient tout perdu, mais parce qu'on leur avait rendu les plus petites parcelles de leur dignité. C'était celle de cow-boys en uniforme qui, sans préméditation ni pleine conscience, avaient bouleversé le destin d'étrangères par des gestes si simples qu'ils n'en mesuraient pas le poids. Et pourtant, derrière cette bonté planait une question, celle qu'Anna porta en elle jusqu'à la fin de sa vie. Si l'ennemi pouvait faire preuve de clémence dans la victoire, que disait cela de la guerre qui avait tout volé avant? Elle ne trouva jamais de réponse, seulement le souvenir de chaussures qui ne blessaient pas, de robes à l'odeur d'amidon et de larmes impossibles à retenir. Les caisses étaient ordinaires, leur contenu banal. Mais pour celles qui les reçurent, elles devinrent quelque chose de plus grand que l'histoire ne saurait mesurer. La preuve que, même dans les ruines de la guerre, l'humanité pouvait encore se relever, silencieuse, déroutante et inoubliable. Et bien que des décennies aient passé, on peut encore imaginer cette cour boueuse d'avril, ces femmes serrant des robes contre leur poitrine, ces cow-boys appuyés sur leurs fusils, et ce silence troublé, seulement par le bruit des larmes tombant sur des chaussures neuves. Car dans ce silence résidait le cœur de l'histoire. L'instant où la guerre révéla non seulement sa cruauté, mais aussi, fugitivement, sa capacité à la grâce.